Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, notre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Nous sommes ici tout près de Tel Aviv pour la 15e conférence annuelle d'Herzliya, ce rendez-vous géopolitique majeur où se succèdent à la tribune des invités du monde entier pour faire souvent des annonces de taille, analyser les enjeux du Proche-Orient, mais également ceux des relations internationales. Avec nos invités, nous allons parler bien entendu du Proche-Orient et des relations avec les États-Unis, de l'Europe, de la Chine, des enjeux énergétiques. Restez avec nous, Tout un monde spécial 15e édition d'Herzliya. On commence tout de suite. Et j'ai le plaisir à présent d'être en compagnie du professeur et de l'ambassadeur Robert Hutchings. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Votre CV est impressionnant. Vous êtes le doyen de l'école des affaires publiques à l'Université du Texas. Vous avez été diplomate, officier de la marine américaine, médaillé du département d'État. La liste est longue. Vous qui avez dirigé le Conseil national américain des renseignements et qui connaissait les affaires militaires. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce qui se passe actuellement dans la région. Le Hamas est concurrencé par des groupes salafistes dans la bande de Gaza et lorsque Israël riposte, il frappe le Hamas. Qu'en pensez-vous? Well, this is a complicated issue. I think we're going to be dealing with this for some time to come. C'est un problème complexe. Nous aurons à y faire face pour un long moment. La création de l'État islamique induit une toute nouvelle dimension dans ce conflit régional. C'est en quelque sorte une crise unique en son genre qui nous oblige à réduire les capacités de l'État islamique jusqu'à ce que nous vainquions cette entité tout en évitant de renforcer le régime d'Assad en Syrie et le rôle que joue l'Iran dans la région. Alors restons dans la région. On a du mal à avoir une image claire justement, parce que vous parlez de l'État islamique, on a du mal à avoir une image claire de la lutte contre Daesh. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce qu'une coalition internationale n'arrive pas à venir à bout d'une petite organisation locale finalement? À vrai dire, je pense que l'émergence et la puissance de l'État islamique ont pris le monde et notamment les États-Unis par surprise. Nous nous sommes à présent remis de cette surprise, mais c'est un défi d'envergure et pas seulement d'un point de vue militaire. Si on relève ce défi uniquement par des moyens militaires, ce sera pour nous une défaite politique. Il faut réajuster la dynamique régionale, mesurer le danger de l'aliénation de grandes populations dans la région, mais aussi maîtriser, affaiblir et puis finalement vaincre l'État islamique. C'est l'un des défis politiques les plus complexes que je n'ai jamais vus. Dans la configuration actuelle avec le Hamas au sud, le Hezbollah au Liban, l'État islamique au nord, la Syrie qui est en train un peu de s'écrouler, est-ce qu'il y a une chance pour le processus de paix? Il y a une chance pour le processus de paix, mais ce n'est pas pour bientôt. C'est une période très difficile. Il faut être patient. L'État islamique perdra, il sera vaincu. Pas forcément militairement, il sera vaincu car il n'a rien à offrir sur le long terme. Il faut être patient et affronter ces défis qui surviennent de façon si brutale et soudaine dans une région déjà tourmentée. Je suis optimiste sur le long terme, mais à moyen terme, les perspectives de paix sont très faibles. Les perspectives de partenariats bilatéraux sont en revanche plus concrètes et c'est cela qu'il faut entretenir en attendant le moment propice au processus de paix. Donc vous êtes convaincu que l'État islamique va s'écrouler parce qu'il n'a rien à proposer? Je pense que c'est ce qui finira par arriver. Je pense qu'il s'agit d'appliquer la même stratégie d'endiguement que nous avions employée dans le passé contre d'autres adversaires comme l'Union soviétique. Nous leur avons retiré les moyens de s'étendre. Il faut leur rendre le maintien des territoires qu'ils possèdent et attendre que les contradictions internes de ce groupe finissent par le faire tomber. Parlons à présent de l'Europe. Il y a eu le G7 cette semaine et la Russie a été tenue à l'écart de ce G7 en raison de son implication en Ukraine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur de tourner le dos à Poutine puisque c'est lui tout de même qui a les clés de la crise en Ukraine? Sur ce point-là, je ne suis pas très sûr. Je pense qu'il faut trouver le moyen de discuter avec Poutine, même si nous désapprouvons ses actions. Nous aurons affaire avec cette Russie-là pour un certain temps et on n'y peut pas grand-chose. J'espère qu'au bout du compte, le peuple russe comprendra que Poutine les mène à la catastrophe. Ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les Russes eux-mêmes. Ce leader leur fait faire un pas en arrière en tentant d'une façon ou d'une autre de retrouver une gloire perdue et en nourrissant le nationalisme russe. Je pense que c'est un drame pour la Russie, mais c'est aussi la réalité à laquelle nous devons faire face. Nous devons continuer à dialoguer avec ce leader. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
Nous sommes à présent en liaison avec Kathleen Kennedy, la fille de l'ancien sénateur Bobby Kennedy. Merci beaucoup d'être avec nous. Great. Nous sommes en pleine crise des relations israélo-américaines. Barack Obama a indiqué qu'il ne pourrait pas soutenir indéfinitivement la politique israélienne à l'ONU. Qu'est-ce que ça vous inspire? First of all, I think that, Eh bien, premièrement, je pense que, comme vous le savez, la relation entre les États-Unis et Israël est très forte. Il n'y a pas de président qui a soutenu Israël plus fortement sur le plan militaire que le président Obama. Je pense qu'il est très important de souligner cela. Je pense qu'il est maintenant question de reconnaître cela et d'avancer tout en comprenant l'importance de cette relation. Je pense que le président Obama est convaincu que nous avons besoin d'une solution de deux États et il veut s'assurer qu'Israël reconnaît cela également. Vous êtes parmi les supporters d'Hillary Clinton. Est-ce que vous pensez qu'elle va devoir prendre ses distances par rapport à Barack Obama, notamment sur la politique israélienne, pour convaincre le camp démocrate? Comme je l'ai dit, le président Obama soutient Israël très fortement. Il n'y a pas de président qui a fourni plus de soutien militaire à Israël que lui, et je pense que c'est une chose très importante à faire pour un président américain. De manière générale, pas uniquement sur le dossier du Proche-Orient, est-ce que Hillary Clinton va devoir prendre ses distances avec la politique de Barack Obama pour convaincre les électeurs du Parti démocrate? Why would you want, you wouldn't want Hillary Clinton to distance herself in that way. Ce n'est pas dans votre intérêt de voir Hillary Clinton prendre ses distances de cette façon. Je pense que c'est un élément crucial. La différence, c'est qu'Hillary Clinton est dans la politique depuis plus longtemps que le président Obama. Elle a visité Israël plus de fois dans sa carrière et elle a plus d'amis en Israël. Mais lorsque j'ai dit aujourd'hui que le président Obama soutient Israël, le public à la conférence d'Herzliya ont tous applaudi. Le nom Kennedy est toujours magique dans la politique américaine et pourtant ça fait longtemps qu'aucun Kennedy n'a percé dans les premiers rangs de l'État. Comment est-ce que vous l'expliquez? Eh bien, sûrement parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et cela prend du temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Take care. Et impossible de parler de cette conférence sans parler des enjeux énergétiques. Je suis rejoint sur ce plateau par Monsieur John Hofmeister. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien président de la compagnie Shell. On va parler avec vous des enjeux justement du pétrole, du gaz, des enjeux énergétiques à travers le monde et des conflits. La première question que je voudrais vous poser, vous êtes le président de l'association Citizens of Affordable Energy. De quoi s'agit-il exactement? Citizens for Affordable Energy existe pour éduquer les Américains moyens sur l'avenir de l'énergie dans l'environnement. Nous nous concentrons sur plus d'énergie et plus de sources, plus de technologies pour améliorer l'efficacité, plus de protection de l'environnement et plus d'infrastructures pour acheminer l'énergie de son lieu de production à son lieu de consommation. Alors on le sait, il y a souvent derrière les guerres des enjeux énergétiques qui sont parfois cachés. Est-ce que vous pensez que le conflit en Ukraine actuellement avec l'opposition entre l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, est-ce que vous pensez que derrière le conflit en Ukraine se cache un enjeu énergétique qui est en fait le premier enjeu? No, I think the conflict in the Ukraine has more to do with. Non, je pense que le conflit en Ukraine tourne plutôt autour de certains problèmes non résolus qui durent depuis un certain temps. Cela concerne l'hégémonie de la Russie qui s'étend sur différents peuples et différentes régions autour de la Russie. Je pense que la baisse des prix des sources d'énergie a augmenté la pression sur la Russie afin qu'elle trouve une solution économique en s'étendant aux régions alentours. La Russie ne veut pas devenir un pays de 3e ou 4e classe, ni même de seconde classe. Elle veut agir au cœur de l'économie mondiale. Mais avec la pression actuelle sur le prix du pétrole, l'économie russe est sévèrement affectée. Le rouble subit une dévaluation sévère face au dollar. Je pense que cela complique encore les problèmes de la Crimée et de l'Ukraine. The ruble, the value of the ruble relative to the dollar, and I think it has just complicated the issues that surround Crimea or Ukraine. On a vu lors du printemps arabe, on a vu les pays qui se sont révoltés, on a vu la Tunisie, on a vu la Libye, on a vu l'Égypte, qui sont tous des pays où il y a des enjeux pétroliers, gaziers. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien derrière ceci? Oil has always been a benefit to countries. Oil has also been a curse. Le pétrole a toujours été un avantage pour les pays, mais il a également toujours été une malédiction.
Les pays mal dirigés qui ne gèrent pas le pétrole comme il se doit dans un état de droit, qui ne créent pas les institutions nécessaires pour assurer pleinement leur gouvernance dans le pays, que ce soit la Libye ou la Syrie qui n'ont pas bien utilisé leurs ressources pétrolières pour établir un état de droit et créer des institutions durables indépendamment des cours du pétrole. Eh bien, les conséquences de la mauvaise gestion du pétrole ont mené à l'effondrement total de ces pays. And so the consequences of mismanaging oil has led, I think, to the complete collapse of these countries. Qu'est-ce que vous voulez dire par bonne utilisation des ressources naturelles? Oil produces revenue. The revenue can be used by the state to build an economy or to enrich individuals. Le pétrole engendre des revenus. Les revenus peuvent être utilisés par l'État, soit pour construire une économie, soit pour enrichir les individus. Si on ne construit pas une économie, le pétrole devient une malédiction. Le Nigeria, par exemple, est un pays à risque. Il enrichit les individus mais ne construit pas une économie saine dans un État bien géré. Le Venezuela est un exemple de pays au bord de la faillite. Il n'utilise pas ses ressources pétrolières pour construire une économie bénéfique aux citoyens du Venezuela. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Arabie saoudite, tous sont des exemples de pays qui ont fait une bonne utilisation de leurs ressources pétrolières pour bâtir une nation, enrichir des individus, notamment des entrepreneurs, mais aussi pour créer des institutions qui fonctionnent dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes. That can prevail in good times and bad times. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va terminer cette émission avec le rôle de la Chine qu'on connaît mal mais qui est bien représenté ici à cette conférence d'Herzliya. Nous sommes rejoints par le professeur Gao Fei. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur au département diplomatie de l'Université des Affaires étrangères en Chine. La première question que je voudrais vous poser, on connaît mal le rôle de la Chine ici au Moyen-Orient. Vous le définiriez comment? Je pense que le Moyen-Orient est une région très importante. Alors que la Chine veut devenir de plus en plus internationale et entrer dans la globalisation, que ce soit par les produits chinois, le peuple chinois, les investissements chinois, eh bien, la Chine se tourne de plus en plus vers le Moyen-Orient. Et puis nous savons aussi que certains pays comme Israël sont des amis de la Chine sur le long terme. Lorsque les délégations israéliennes viennent en Chine, elles sont très bien accueillies. Pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois ont aussi abrité des Juifs à Shanghai. Récemment, dans les 20 dernières années, le commerce entre les deux pays a été multiplié par 200. Donc pour la Chine, il y a une chose très importante, et c'est le premier pas vers les développements futurs. Donc nous faisons très attention au Moyen-Orient. Récemment, la Chine a aussi envoyé un envoyé spécial au Moyen-Orient. Donc les Chinois et la politique étrangère chinoise prêtent de plus en plus attention à cette région. Alors, la puissance économique de la Chine n'en est plus à démontrer. On sait aujourd'hui l'importance évidemment de la Chine sur la scène internationale, mais la Chine est connue pour produire des produits à bas coût, pour une main-d'œuvre qui est facilement accessible. Mais pourquoi est-ce que la Chine n'est pas devenue un pays high-tech, une puissance high-tech? I think China, every country has their own comparative advantage. Je pense que chaque pays a ses avantages. En Chine, comme vous le savez, nous avons 1,3 milliard d'habitants. C'est l'avantage de la Chine. Et déjà aujourd'hui, la Chine fait face à un problème avec la population qui vieillit. La main-d'œuvre ne peut pas être au même niveau à long terme. Je pense que le Moyen-Orient et surtout Israël a l'avantage de la technologie et du leadership. Je pense que la coopération entre la Chine et Israël à l'avenir sera une coopération bénéfique pour les deux parties. Je pense aussi que la structure de travail chinoise réussira avec l'aide de pays comme le vôtre. Une dernière question qui concerne les relations parfois tendues entre la Chine et l'Occident, notamment les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de guerre froide qui ne dit pas son nom entre les États-Unis et la Chine? I don't think so. Today there is some problem between. Je ne pense pas, non. Aujourd'hui, il y a certains problèmes, mais pas entre la Chine et les États-Unis, plutôt entre la Chine et le Japon, les États-Unis et la Russie, l'Union européenne et la Russie. Je pense que beaucoup de gens parlent de la guerre froide. La guerre froide, c'est un peu comme lorsque vous applaudissez. Vous ne pouvez pas le faire avec une seule main. La vision chinoise est très claire. On veut la paix, on ne veut pas de confrontation avec d'autres pays. Notre politique est très claire là-dessus. Je pense que le problème entre les États-Unis et la Chine en ce moment, c'est que ces deux pays doivent apprendre quelque chose. Le problème des États-Unis, c'est que c'est un pays qui n'a jamais vraiment coopéré avec un autre pays sur le plan écologique. Le problème de la Chine, c'est qu'il y a tellement de choses qu'elle doit apprendre d'autres pays pour devenir une puissance globale.
Je suis convaincu que ces deux pays peuvent trouver une façon d'établir la confiance mutuelle et trouver un moyen de coopérer. Avant de se séparer, une dernière question. Qu'êtes-vous venu faire ici, à la conférence d'Herzliya? C'est la première fois que je viens dans ce pays formidable. Votre ancien président, Shimon Peres, a donné un discours très important ce matin. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 22 ans, j'étais étudiant à l'université de Pékin. J'ai été assisté à une session avec un invité spécial. Son nom était Shimon Peres. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'est son discours qui m'a fait décider de choisir d'étudier les relations internationales et de faire ma contribution à la paix dans le monde. C'est ce que je fais ici. Professeur, merci beaucoup d'avoir été Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition spéciale de Tout un monde depuis la 15e conférence internationale d'Herzliya. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain.